Donc, bonjour tout le monde, bienvenue à la formation sur les assurances et l'accès aux soins de santé VIH. Mon nom est Martine Fortin, je suis coordonnatrice de projet à la COQ-SIDA. Et la formation d'aujourd'hui, elle a été mise sur pied suite aux besoins nommés, exprimés dans le comité droit par les membres, parce qu'il y avait beaucoup de questions qui revenaient. C'est quand même difficile de se retrouver dans le monde des assurances, la RAMQ, le PFSI, les assurances collectives, les nouveaux arrivants, les étudiants, tout le monde. Donc, c'est difficile de se retrouver par rapport à l'accès aux soins. Donc, Léa va pouvoir nous faire un survol de les types d'assurances les plus fréquemment rencontrés et quel genre de questions qui seraient intéressantes à poser à la personne pour pouvoir mieux l'aider puis mieux référer par la suite. Donc, il va y avoir aussi des cas pratiques qui vont permettre aussi de consolider l'information présentée. Et n'hésitez vraiment pas à poser vos questions tout au long de la formation, soit en levant la main ou dans l'onglet discussion, juste en bas. Je pense que les gens sont assez habitués avec Zoom. Puis, il y aura aussi une période de questions à la fin, d'échange aussi. Donc, n'hésitez pas à y aller selon les besoins. Juste vous dire, la rencontre est enregistrée. Donc, moi, typiquement, dans les montages, ça va être diffusé sur YouTube par la suite. Donc, typiquement, dans les montages, j'essaie de couper le plus possible les participants parce que Léa donne son consentement, mais les autres, pas nécessairement. Donc, je vais essayer d'au moins minimalement le visage de couper au montage. Peut-être la voix, on verra, ou des fois, j'ajoute des phrases là, pour expliquer la question. Donc, si jamais il y a un souci par rapport à ça, n'hésitez pas à m'écrire ou on peut se parler. Il n'y a pas de souci non plus à ce niveau-là. Donc, juste avant de laisser la parole, et j'aurais peut-être dû commencer par ça, en fait, on veut reconnaître que les activités de la COQ-SIDA se déroulent sur les territoires non cédés des 11 nations autochtones qui composent ce qu'on appelle aujourd'hui le Québec. On les nomme les Abénakis, les Anishinabeg, les Atikamekw, les Cris, les Inuits, les Innu, les Kanien'kehá:ka, les Mi'kmaq, les Naskapi, les Wendat et les Wolastoqiyik. Personnellement, j'habite et je travaille sur le territoire des Kanien'kehá:ka à Tiohtià:ke ou aussi Montréal. Et c'est toujours important de reconnaître l'impact de la colonisation et ses impacts, notamment quand on parle d'accès aux soins de santé. Donc, on va voir aujourd'hui, c'est assez compliqué d'avoir accès aux soins de santé de différentes façons. Donc, je vais laisser la parole à Léa Pelletier-Marcotte, qui est avocate et coordonnatrice du programme Droits de la personne et VIH-Sida à la COQ-SIDA. Donc, merci beaucoup, Léa, d'être là et je te laisse aller. Merci Martine, merci tout le monde. Contente de voir certains visages connus. On va commencer parce que je me suis rendu compte en faisant cette formation qui est en fait du matériel pour 4 formations distinctes, une en immigration, puis une coupe sur les différents types d'assurance. Donc, on va rouler. Ça va aller assez vite. Puis, j'espère que vous suivrez avec moi. Donc, je vais partager mon écran pour qu'on ait accès à mon petit PowerPoint. Et voilà. Donc, je ne vous vois pas tant que ça. Je vous vois un petit peu. Je vois certains d'entre vous. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à lever la main. Puis j'imagine que Martine là, pourra nous aider à filtrer les questions. En fait, cette formation-là est venue de besoins exprimés par les membres du comité droit, un des comités de la COQ-SIDA. Et en fait, c'est qu'on se rend compte que les intervenants et intervenantes sont souvent confrontés à des problèmes, des questions qui ont trait aux assurances. Puis je dirais que 85% du temps, c'est des questions qui ont trait aux assurances liées au statut de la personne au Québec ou au Canada. Donc, il y a toutes sortes d'enjeux d'assurance. On a vu des problématiques au niveau de la couverture d'assurance, assurance collective, assurance privée, mais les principaux problèmes qui découlent, qui reviennent, sont liés au statut de la personne, au statut migratoire de la personne. Donc, ce sera vraiment l'angle qu'on va prioriser aujourd'hui. On va toucher un peu à des questions d'assurance générale, mais vraiment plus au niveau immigration. Puis je ne vous parlerai pas des assurances voiture, responsabilité judiciaire. On va vraiment se baser sur les assurances soins de santé et médicaments surtout. Donc, le programme assez chargé qu'on a, on va faire un survol des différents types d'assurances.
Après ça, on va faire un survol des différents régimes d'assurance, donc RAMQ, PFSI, assurance collective, assurance privée, Alouette. Par la suite, on va faire une espèce de rappel au niveau du dévoilement du statut sérologique par rapport aux assurances. Je pense que c'est important de rappeler que quand on parle d'assurance, c'est très délicat la question du dévoilement. Donc, revoir un peu là, ici les principes importants. Puis après, les études de cas, les questions à explorer avec les personnes qui viennent vous voir, qui sollicitent votre soutien pour les aider dans les dédales des assurances. Donc, commençons tout de suite par essayer de démêler les différents types d'assurances puisque chacun couvre ou vise à faire. On va commencer par l'assurance médicaments. Donc, ça, c'est au Québec, cette assurance médicaments-là est obligatoire. Toute personne qui réside de façon permanente au Québec doit avoir une assurance médicaments, que ce soit via son employeur ou son syndicat ou via le régime public. Le régime public couvre plus de 8 000 médicaments. Les médicaments d'exception, ceux qui ne sont pas couverts, sont assez limités. Habituellement, là, c'est dans les cas très exceptionnels. Donc, c'est rare qu'on voit des cas de médicaments qui ne sont pas couverts là, par les assurances. L'autre type de cas qu'on connaît plus ensemble, c'est l'assurance maladie. C'est ce qui va couvrir les services de santé, les actes médicaux, les honoraires des professionnels. Donc, nous, on pense rarement à ce que ça couvre parce que c'est assez facile quand on est couvert par la RAMQ, mais c'est un type d'assurance en particulier. Assurance soins médicaux de santé, c'est ce qui va aller couvrir ce qui n'est pas couvert par l'assurance maladie provinciale. Puis après, on passe dans les autres types d'assurance, assurance invalidité, assurance maladie grave, assurance vie. Assurance invalidité, c'est lorsqu'une personne va être incapable ou inapte à travailler suite à une maladie ou un accident. Ça peut être une invalidité de courte durée, ça peut être une invalidité de longue durée. Souvent, c'est un type d'assurance qui est offert via des assurances collectives, mais c'est aussi quelque chose qu'une personne peut prendre au niveau individuel. C'est sûr aussi qu'il y a des régimes d'invalidité qui sont publics, dont les critères sont assez limités, mais ce n'est pas de ça qu'on va parler aujourd'hui. Assurance maladie grave, c'est aussi une assurance qui est souvent offerte dans le cadre d'assurance collective ou à titre individuel. Et ça, ce type d'assurance-là vise à offrir un soutien, un montant d'appoint à une personne qui reçoit un diagnostic de maladie grave pour l'aider à alléger le fardeau financier pendant la convalescence, couvrir certains frais de déplacement, par exemple, certains frais qui sont connexes au fait d'avoir obtenu un diagnostic de maladie grave. Donc, ça ne couvre pas nécessairement le cas de on arrête de travail en raison d'une maladie grave, ça vient couvrir le reste. Ce n'est pas encore l'assurance invalidité. Et l'assurance vie, c'est vraiment quelque chose qui, habituellement, se déclenche au décès de la personne qui est assurée. C'est encore fréquemment offert via des assurances collectives, mais c'est aussi quelque chose qu'on peut acheter ou prendre de façon individuelle. Et c'est pour un certain montant. Et à la mort de la personne qui a pris l'assurance, les bénéficiaires obtiendront un montant d'argent X, un peu pour laisser un montant d'argent aux héritiers, mais aussi pour couvrir les frais funéraires. Donc ça, c'est une espèce de profil de tous les différents types d'assurances qui ont trait là, à la personne puis à ses soins de santé qu'on peut retrouver. Donc, c'est assez vaste. C'est donc un peu difficile de s'y retrouver, mais j'espère que ces petits mots-clés-là vous ont déjà permis de démélanger le tout. Donc, quand on parle de RAMQ, notamment, c'est l'assurance médicaments et l'assurance maladie qui est couvert par le régime d'assurance maladie du Québec. Puis là, on va parler de certains régimes d'assurance. On a vu les types d'assurance, on va parler des régimes d'assurance. Je les ai séparés, puis là, encore une fois, là, je parle au Québec. Je ne suis pas ailleurs au Canada, je parle vraiment de la situation au Québec. En termes d'assurance publique, on a le régime d'assurance maladie du Québec qui comprend le régime public d'assurance, en fait, qui ne comprend pas. On a
La RAMQ, comme je dis, la Régie de l'assurance maladie du Québec va gérer, là, j'utilise des termes assez généraux, l'assurance maladie et l'assurance médicaments. Donc ça, c'est les régimes publics au Québec. Au niveau fédéral, on a le Programme fédéral de santé intérimaire, le PFSI. Ce programme-là va s'occuper de certains soins de santé et de médicaments, mais pour un certain groupe de personnes qui sont les personnes qu'on verra plus tard, qui ne sont pas encore admissibles à la RAMQ pour diverses raisons. Après, il y a les régimes d'assurance individuelle, donc qu'on prend, nous, pour s'assurer, pour assurer certains soins. Donc, c'est spécifique à c'est spécifique à nous, c'est spécifique à notre état de santé, à notre âge, à toutes les questions là, qui peuvent influencer sur le coût d'une politique d'assurance, puis ce qu'on veut couvrir aussi, le montant qu'on veut obtenir, par exemple, en cas de décès ou en cas d'invalidité. Ces assurances individuelles-là, on peut les prendre à part ou en complément d'un régime d'assurance collective ou encore si on n'est pas encore admissible au régime public d'assurance maladie. Donc, par exemple, on va revenir sur les régimes d'assurance collective. Mon assureur offre une assurance vie, mais moi, je veux une assurance vie d'un plus grand montant. Bien, ce que je vais prendre en surplus, ce sera une assurance individuelle. L'assurance collective, c'est souvent offert via syndicat, notre employeur, l'école. C'est la même assurance qui est offerte à chaque membre d'un groupe. Donc, ici, les prestations, les coûts, ce sera assez similaire parce que l'expérience va surtout être calculée sur l'expérience du groupe. Souvent, les assurances collectives vont offrir assurance vie, assurance médicaments, assurance invalidité, c'est assez fréquent, puis aussi assurance certains soins de santé. Puis, c'est des assurances qui sont dépendantes à l'emploi. Donc, si on quitte notre emploi, on va aussi perdre le bénéfice de ces assurances-là. On va devoir retomber soit sur un autre régime d'assurance collective, sur des assurances individuelles ou sur le régime public si on est admissible, ou encore, une chose qui est intéressante, c'est qu'on peut transformer, dans certaines polices, dans certains régimes, une politique collective, une protection collective en protection individuelle. Donc, ça va avoir à repasser là, à passer d'examen de santé. Mais là, à ce niveau-là, c'est vous qui allez avoir à payer la prime et non pas l'employeur. Ce qui est le fun avec les assurances collectives, c'est qu'il n'y a pas de questionnaire de santé qui sont posés. C'est vraiment l'expérience du groupe. Mais dès lors que vous voulez ajouter quelque chose à titre individuel, vous aurez à répondre à certaines questions sur votre état de santé à ce niveau-là, parce que ça devient une politique individuelle, une police individuelle. Mais la protection de base là, est la même pour tout le monde. Léa, il y a Jacques qui a une question. Est-ce qu'il y a des spécificités concernant les assurances voyage? Je ne toucherai pas les assurances voyage pendant la formation. Mais la question du dévoilement est pertinente pour tout type d'assurance. Puis effectivement, il y a souvent des régimes d'assurance collective qui vont offrir une assurance voyage aussi à leurs employés. Puis là, c'est la même politique qui se fait. C'est une couverture qu'on a parce qu'on est membre d'un groupe. Donc, pas besoin d'appeler l'assureur pour lui faire part de spécificités de nos besoins. À ce niveau-là, ce n'est pas. Mais si, par exemple, on veut bonifier l'assurance voyage chez notre employeur ou ça ne correspond pas à nos besoins, on va prendre une police individuelle. Puis là, il y a peut-être plus de questions que l'assureur voudra savoir, puis on reviendra sur l'obligation du dévoilement du statut par la suite. Mais en matière d'assurance, effectivement, là, dès lors qu'il y a une question sur l'état de santé de la personne qui est posée, il faut répondre. Parce qu'un mensonge ou une omission, même si ce n'est pas spécifique au VIH qui est demandé, dès lors qu'il y a une question qui est vague sur l'état de santé, il faut répondre au risque de voir la police annulée par la suite. Ça, si ça va bien, sinon il peut aussi avoir des accusations de fraude. Fait qu'on ne veut pas ça. Dès lors que l'assureur pose une question, on répond.
Donc, étant donné que la formation va plutôt porter sur les enjeux liés à l'immigration, on va tout de suite passer au PFSI. Je pense qu'il y a peut-être plusieurs personnes auprès de qui vous travaillez qui sont admissibles au PFSI ou qui sont couvertes par le PFSI. Programme fédéral de santé intérimaire, comme je disais, c'est une protection qui est temporaire en matière de soins de santé qui sont offertes à des personnes qui ne sont pas encore admissibles au régime provincial d'assurance maladie. Donc, au Québec, la RAMQ. Donc, c'est des gens qui arrivent ici sous un statut particulier qu'on verra, puis qui ont le droit de bénéficier des soins de santé, de médicaments d'ordonnance et d'autres soins couverts par le gouvernement fédéral. La couverture de base, c'est semblable à ce qui est couvert par la RAMQ en matière de soins de santé. La couverture supplémentaire, c'est semblable à la protection des personnes qui sont bénéficiaires de l'aide sociale. Donc, au Québec, par exemple, les personnes qui bénéficient de l'aide sociale ont accès à certains soins dentaires. Ce seront des soins auxquels les bénéficiaires du PFSI auront accès parce qu'elles font partie là, des personnes qui... Ça fait partie des couvertures du régime. Puis aussi, les médicaments qui sont couverts par ce régime d'assurance-là. Le PFSI, fait que, comme je disais, c'est géré par le fédéral, par Immigration, Réfugiés, Citoyenneté Canada, mais en fait, c'est la Croix-Bleue qui fournit ces protections d'assurance-là. Qui a accès au PFSI? C'est assez compliqué. C'est compliqué comme le processus de demande d'asile au Canada. Puis là, je vous évite aussi là, le parcours d'une personne qui obtient le statut de réfugié. Donc, pour faire ça simple, les gens qui ont accès au PFSI, ce sont des personnes qui obtiennent le statut de réfugié, des personnes protégées, des demandeurs d'asile, des victimes de la traite des personnes et les détenus au sens de la loi sur l'immigration et la protection des réfugiés. Donc, je vais revenir ici en termes de définition. Qui est quoi? Je vais vous donner quelques définitions parce que des fois, c'est là que je dis qu'on a deux formations en une. La différence entre une personne à protéger, un demandeur d'asile, un réfugié. Pour faire ça simple, un réfugié, c'est une définition qui est protégée par le droit international. C'est des personnes qui se trouvent à l'extérieur de leur pays d'origine, où ils vivent habituellement. Ils ne peuvent pas y retourner parce qu'ils craignent d'être persécutés pour divers motifs, que ce soit leur race, leur religion, leurs opinions politiques, leur nationalité, leur appartenance à un groupe social. C'est une définition qui est très limitée, très stricte. Mais c'est un statut qu'on se voit accorder. Et dès lors qu'on a un statut de réfugié, souvent, on est dans un système de parrainage. Quand on arrive au Canada, de l'étranger, après qu'on ait reçu notre statut de réfugié, dans le processus de réinsertion, ces personnes-là auront accès au PFSI jusqu'à la fin du système de parrainage. Donc, je pense que c'est un délai de 12 mois, on verra par la suite. Après, il y a les personnes à protéger, qui ne sont pas nécessairement des réfugiés au sens de la définition, mais qui ne peuvent quand même pas retourner dans leur pays d'origine. Elles sont au Canada, elles ne peuvent pas retourner dans leur pays d'origine parce leur vie pourrait être en danger, pourrait être soumise à de la torture ou d'autres traitements cruels et peine inusitée. Donc, ces personnes-là vont demander l'asile au Canada. Et s'inscrire dans tous ces dédales administratifs-là. Lorsqu'on demande l'asile au Canada, dans l'attente d'une réponse, on a accès au PFSI. Il faut demander d'être couvert par le PFSI, mais on y a accès jusqu'à ce qu'on ait une réponse, jusqu'à ce que tous les mécanismes d'appel de la décision soient épuisés. Donc, qui a accès au PFSI? J'ai fait une liste ici. Effectivement, donc, on a les personnes protégées, c'est les personnes qui, justement, se sont fait reconnaître un droit d'asile au Canada. Puis les personnes qui sont en attente d'une décision d'appel,
d'une décision, les personnes qui sont non accessibles mais qui ont demandé un examen des risques avant renvoi, donc parfait, tu ne me donnes pas le statut de personne protégée, mais est-ce que tu pourrais quand même déterminer que je fais quand même, il y a quand même des risques inhérents si tu me renvoies dans mon pays d'origine, notamment pour mon état de santé ou pour quelconque motif humanitaire. Donc, énorme catégorie de personnes qui peuvent tomber dans ces catégories-là, qui peuvent avoir accès au PFSI. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que les protections du PFSI sont temporaires. Pour les personnes réfugiées, je vous ai mentionné, c'est jusqu'à l'admissibilité à la RAMQ ou à la fin du parrainage, 12 mois, ce qui arrive avant. Pour les personnes protégées, donc les personnes qui obtiennent une demande d'asile, c'est jusqu'à l'admissibilité à la RAMQ. Les demandeurs d'asile, dépendamment de l'issue de leur réponse ou du processus d'appel où ils sont rendus, c'est jusqu'à leur départ du Canada qu'ils pourront bénéficier de ça ou jusqu'à leur admissibilité à la RAMQ. Les personnes qui sont victimes de la traite des personnes, c'est durant, ils vont se faire octroyer un permis de séjour temporaire. Ils auront accès au PFSI pendant la durée de validité de ce permis. Et pour les détenus, c'est les personnes qui, par exemple, on se rend compte qu'ils sont interdits de territoire au Canada et se feront faire détenir pour ces motifs-là, mais pendant leur détention, ils auront accès aux soins de santé et couverture médicaments de toute façon. Donc, les personnes qui tombent entre les cracks de ces catégories-là, par exemple, des personnes qui viennent ici sous un statut étudiant, sous un visa de touriste temporaire, un visa temporaire, puis ce visa-là tombe à échéance, ne sont pas couvertes par le PFSI. Je pense que tu viens de répondre à la question. Donc, quelqu'un demandait, les personnes qui ont un permis de travail temporaire, est-ce qu'ils ont un PFSI? C'est non. Non, on est vraiment dans les catégories de personnes à protéger avec un statut là. Donc, les personnes qui ont un visa, un permis de travail fermé, les touristes, ce pas des personnes qui ont accès au PFSI. Puis, il y avait juste un commentaire dans le chat qui dit que le quart des réfugiés parrainés par l'État sont membres de la communauté LGBTQ. La plupart des réfugiés parrainés par l'État sont envoyés en région, sauf les personnes LGBTQ et les personnes qui ont des problèmes de santé. Intéressant. Là, on tombe sur les protections de la RAMQ, qui pour nous n'a pas vraiment de secret. En fait, on n'a pas vraiment à se poser des questions sur la RAMQ la plupart du temps. Quand on parle de RAMQ, on parle de la Régie de l'assurance maladie du Québec qui gère, comme je disais, l'assurance maladie, mais aussi l'assurance médicaments. Quand on a accès à l'assurance maladie, il y a divers services qui sont couverts, mais dès qu'on n'a pas accès à la RAMQ, ces services-là, qui pour nous sont souvent gratuits, on n'y pense pas, doivent payer pour obtenir ces soins-là. Faut savoir aussi que dès qu'une personne devient admissible à la RAMQ, il y a un délai de carence de 3 mois, et en ce moment, le délai de carence est très élevé, plus que 3 mois. Donc, pendant ce délai de carence-là de 3 mois, 90 jours, il est fortement suggéré que la personne se prenne une assurance temporaire au cas où il y aurait besoin d'avoir recours à des médicaments d'ordonnance ou à des soins de santé pendant cette période-là, pour pas qu'elle ait à débourser là, des frais qui sont faramineux. Par exemple, je prends un exemple comme ça, qui est un résident canadien qui décide de partir vivre à l'étranger pendant un petit bout, puis qui revient ici, même si c'est un Canadien qui habituellement habitait au Québec, quoi que ce soit, dès qu'il revient, il n'y a pas, dès son retour, accès à la RAMQ. Puis là, on parle d'absence prolongée, là. Il y a quand même un délai de 90 jours où il faut prendre une assurance individuelle pour les soins de santé, par exemple, avec la Croix-Bleue. Donc, c'est très important ce délai de carence-là parce que c'est pas dès qu'on arrive au Québec sous un permis de travail ou quoi que ce soit qu'on évite ce délai de carence-là, d'où le besoin parfois de se prendre une couverture individuelle en attendant. Et comme je l'ai mentionné, mais l'assurance médicaments au Québec, c'est obligatoire dès lors qu'on a accès
un régime collectif via une association étudiante, un employeur ou un syndicat, on est obligé de souscrire à cette assurance-là gérée par un organisme. Si notre conjoint, notre conjointe a aussi accès à des assurances, il faut s'inscrire à ce programme-là. Si on n'a aucun accès à un régime collectif d'assurance médicaments, c'est là qu'on peut demander de tomber sous le régime public. Mais c'est une obligation là, de souscrire dès lors qu'on a accès à un régime assurance médicaments. C'est une obligation d'avoir accès. Puis si vous ne le faites pas, ben, c'est au moment de faire vos impôts que ça va vous rattraper. Une chose qui est intéressante aussi à savoir, c'est pour certains étudiants, stagiaires, étrangers ou travailleurs même qui viennent au Québec, pour certains, le délai de carence de 90 jours ne s'applique pas et ils ont droit au service de la RAMQ, ils ont droit de bénéficier d'assurances couvertes par la RAMQ sans avoir à se prendre une assurance individuelle parce que le Québec a signé des ententes avec ces pays-là. Donc, ce serait la même chose. Si je vais étudier dans un de ces pays-là, j'aurai le droit de bénéficier des soins de santé publics sans frais additionnels là-bas. Ces pays-là, c'est une petite liste: Belgique, Danemark, Finlande, France, Grèce, Luxembourg, Norvège, Portugal, Roumanie, Serbie, Suède. Ce n'est pas nécessairement appliqué dès lors qu'on est touriste. Donc, si je vais voyager en France, comme ça, je n'ai pas nécessairement le droit de bénéficier des soins de santé français. Mais c'est lorsqu'on s'établit de façon semi-permanente avec un permis de travail, tout ça, c'est quand même intéressant à savoir parce que vous pourriez avoir à travailler auprès de personnes qui viennent de ces pays. Donc, de savoir s'ils sont admissibles à une entente comme ça, c'est une information assez importante. Est-ce que j'ai des questions, Martine? Non? Non, pas à date. Super. Puis là, on va tomber dans les assurances privées aussi, qui vont couvrir un peu tout le reste. Les assurances privées, j'ai écrit croix bleue parce que quand on parle d'assurance temporaire, pour les personnes ici, c'est un produit d'assurance qui est assez accessible. Ces assurances-là, pour les personnes qui ne sont pas admissibles au régime public, un régime privé, donc collectif, ou qui sont soumis à un délai de carence, on recommande de prendre cette assurance-là en attendant. Donc, les personnes originaires de notre pays qui visitent le Canada en tant que touristes, étudiants et travailleurs étrangers sans entente de solidarité sociale, et les personnes qui rentrent au pays et qui ont un délai de carence là, avant d'être admissibles, par exemple à la RAMQ. Ça va couvrir les soins médicaux d'urgence, les médicaments, les honoraires et les frais d'hospitalisation. Je l'ai mentionné un peu au fil de la formation, juste revenir, les assurances collectives, c'est celles qu'on a via un employeur, une association, un ordre professionnel même ou un syndicat. Il y a certaines personnes qui n'ont pas encore la résidence permanente qui peuvent bénéficier d'assurance collective de leur employeur. Donc, une personne qui est sur un permis de travail, par exemple, qui travaille pour un employeur qui offre un régime d'assurance peut bénéficier de ce régime d'assurance-là. Donc, c'est quand même aussi intéressant à savoir. L'admissibilité à un régime collectif, comme l'admissibilité à la RAMQ est soumise à un délai de carence, peut être soumise à un délai de carence, ça va dépendre de l'employeur. Souvent, l'employeur peut exiger que la personne ait effectué un certain nombre d'heures avant d'être admissible au régime ou un certain nombre de mois de jours travaillés. Notez aussi que les employeurs ne sont pas obligés d'offrir des assurances collectives à leurs employés. C'est un avantage qu'ils offrent à leurs employés, mais ce n'est pas une obligation. Ceci étant dit, si un employeur offre une assurance collective, il ne peut pas être sélectif sur qui dans l'équipe bénéficie des assurances collectives. L'assurance est disponible à tout le monde, peu importe leur état de santé, peu importe leur situation sociale. Puis je dis ça parce que récemment, j'ai entendu un cas d'une personne qui a appliqué puis qui s'est fait dire que cette personne-là, si elle était embauchée dans cet organisme, elle n'aurait pas droit aux assurances collectives. Et ce, parce qu'on présumait qu'elle avait un diagnostic X qui
coûterait plus cher, qui ferait en sorte que l'assurance collective va faire que l'employeur coûterait plus cher soudainement vu que cette personne-là tomberait sur le payroll. Donc, c'est intéressant. Fait que sachez que l'employeur ne peut pas discriminer sur qui a ou qui n'a pas accès dans les membres de l'équipe aux assurances, outre les délais de carence, puis ces choses-là. Donc, bon à savoir. Et ce qui me mène à la question, est-ce qu'un assureur peut refuser? Donc, l'employeur ne peut pas refuser l'assurance collective à un de ses employés au motif de son état de santé, mais est-ce qu'un assureur peut, lui, refuser d'assurer une personne parce qu'elle vit avec le VIH? La réponse courte, c'est oui. Dans le cas des assurances collectives, ça ne s'applique pas. Tout le monde est assurable de la même façon. Mais si une personne, par exemple, veut obtenir un produit d'assurance individuelle, la compagnie d'assurance peut refuser d'offrir le produit d'assurance au motif que cette personne-là vit avec le VIH. C'est pour ça qu'il faut vraiment, avant de faire une demande d'assurance, savoir c'est quoi les politiques de l'assureur, qu'est-ce qui est couvert, qui est couvert, quelles sont les exclusions. Donc, bon à savoir. Puis, c'est malheureux que les compagnies d'assurance puissent discriminer comme ça, mais c'est même prévu à la Charte des droits et libertés de la personne. C'est une exception qui existe de par la nature de l'assurance, de la logique de l'assurance. L'assureur peut refuser d'assurer une personne en raison de son état de santé ou d'un handicap. Et là, un petit rappel très important. Je vais juste regarder l'heure. S'il n'y a aucune information qui est demandée sur l'état de santé ou le statut sérologique d'une personne, un dévoilement n'est pas nécessaire. C'est souvent le cas dans les assurances collectives. On souscrit à l'assurance collective de l'employeur. On demande qui sera le bénéficiaire de l'assurance vie. Donc, juste des petites questions comme ça, mais rien en ce qui a trait aux habitudes de vie, à la santé. Il n'y a pas une infirmière qui vient vous visiter dans le cadre de l'assurance collective. Tout le monde a droit à la même protection dans le groupe sans égard à l'état de santé. Mais si, par exemple, on veut bonifier une protection, on veut prendre un avenant ou on veut souscrire nous-mêmes à un produit d'assurance qui est distinct, ça se peut très bien qu'il y ait des questions sur l'état de santé plus ou moins vagues ou très précises qui sont posées et là, il faut répondre. Le dévoilement est nécessaire s'il est demandé, si on demande le statut sérologique d'une personne. Pourquoi est-ce que c'est nécessaire de dévoiler? Comme je l'ai mentionné, c'est que le non-dévoilement peut mener à une annulation du contrat. Donc, on va considérer que le contrat était invalide au moment même de la signature parce qu'il y a des informations essentielles au contrat qui n'ont pas été dévoilées. Ça peut même aller jusqu'à des accusations de fraude dans certains cas. Donc, c'est vraiment important que l'assureur connaisse l'entièreté de la situation, qui lui permettent d'évaluer quel produit, quelle couverture il va offrir à la personne ou décider de contracter avec la personne ou non. Puis, c'est triste, mais c'est comme ça. C'est souvent comme dans les cas d'assurance vie, on a très peu de compagnies d'assurance qui acceptent d'offrir un produit d'assurance vie aux personnes vivant avec le VIH, du moins sur une base individuelle. Il y en a 3, je pense, à nos dernières recherches. Puis, ce qui est complexe aussi avec les compagnies d'assurance, c'est qu'une information qui est mentionnée à une compagnie, les autres compagnies auront accès à ces informations-là aussi. Donc, c'est vraiment important de faire ces recherches adéquatement avant de souscrire à une assurance. Une question que j'ai souvent, qu'on a souvent au service, c'est mais si j'ai eu un diagnostic après avoir conclu ma police d'assurance, par exemple, j'ai acheté ma police d'assurance, mes parents ont acheté ma police d'assurance quand je suis née, puis j'ai eu ma vie, puis est-ce que je dois aviser, par exemple, mon assureur d'un diagnostic, d'un changement dans mon état de santé? La réponse, c'est non. Le contrat est conclu avec les informations qui étaient là au moment de la formation du contrat. Mais pas besoin d'aviser l'employeur de quelconque changement. Si vous souhaitez apporter des modifications à votre police, par exemple,
je ne sais pas, donc il y a 10 ans, vous avez souscrit à une assurance vie pour 50 000 puis là, vous aimeriez avoir une assurance vie pour 80 000 mais là, ça se peut que ça devienne, c'est comme on réouvre la négociation. Et donc, ça se peut que là, à ce moment-là, vous ayez à faire un dévoilement, même si vous n'aviez pas un diagnostic de séropositivité au moment de la négociation du premier contrat. Donc, c'est des informations comme ça auxquelles il faut faire attention. Et on a 2 questions. Oui. À qui revient la tâche de partager toutes ces informations aux immigrants avant leur départ ou à l'arrivée au Canada? C'est une bonne question. Par exemple, là, quand les personnes, les demandeurs d'asile arrivent au Canada, ils se font remettre plusieurs documents par les personnes qui sont soit aux autorités frontalières ou la GRC. Par exemple, si on pense au cas du chemin Roxham. Donc, ils se font remettre des documents, ils se font enregistrer, ça fait partie. Après ça, il y a des organismes de soutien qui sont spécialisés aussi pour les personnes immigrantes, réfugiés, demandeurs d'asile aussi. Mais effectivement, souvent, même si ces personnes-là se font remettre des documents, ils se font informer sur ce à quoi ils ont droit, c'est quand même une quantité importante de choses à faire, de démarches qu'elles doivent elles-mêmes entamer. Le PFSI ne va pas les contacter, c'est elles qui doivent remplir un formulaire sur le site dédié pour avoir accès au PFSI, pour s'y inscrire et tout ça. Donc, c'est beaucoup de paperasse. Mais toujours se rappeler qu'il y a des organismes qui sont spécialisés dans l'accompagnement de ces personnes-là. Donc, si jamais il y a une personne qui arrive, qui est désemparée, puis vous, c'est pas nécessairement votre première ligne de spécialité en tant qu'intervenant ou intervenante, toujours avoir le réflexe de peut-être référer ces personnes-là à des organismes d'accueil de leur région. Puis une bonne clé, du moins nous, ce qu'on fait au service, c'est les organismes qui sont membres de la TCRI, table de concertation des organismes pour les personnes réfugiées et migrantes. C'est une super belle banque de données aussi là, pour eux, pour les accompagner. Donc, ils se font donner un certain nombre d'informations par les autorités frontalières, mais le gros des démarches leur revient à elles-mêmes. Merci. Une autre question, on en a 2 autres. Une personne demandeur d'asile peut-elle avoir accès à l'assurance collective de son conjoint? C'est une très bonne question, très précise, à laquelle il faudrait que je réfléchisse en ce moment. En fait, je n'ai pas la réponse. Je ne peux pas dire oui, je ne peux pas dire non. Je ne verrai pas pourquoi non, mais en même temps, je ne peux pas dire avec certitude que oui. Donc, c'est très précis, fait que je ne peux pas répondre à ça en ce moment, à ce cas de figure. Pas de souci. Une autre question dans le réseau de la santé, il y a plusieurs questions sur l'état de santé avant l'embauche. Est-ce légal? Puis le commentaire et ensuite, ils ont des assurances collectives. Oui, ça, c'est une autre question, c'est une autre formation. Les formulaires de santé pré-embauche. Très complexe. Un employeur potentiel, incluant le réseau de la santé, incluant les employeurs publics, peuvent poser des questions sur l'état de santé des candidates à l'emploi si c'est des questions de santé qui sont liées aux tâches de l'emploi. Et c'est donc illégal de poser des questions de santé vagues ou de façon générale pour avoir un portrait de l'état de santé de la personne, du candidat, qui ne sont pas spécifiquement liées aux capacités de la personne d'occuper l'emploi. Par exemple, je ne sais pas, vous appliquez pour être camionneur, puis on vous pose des questions sur les médicaments que vous prenez en vous expliquant que c'est important d'éviter les risques de somnolence au volant d'un véhicule lourd. Ce serait une question qu'on pourrait imaginer être justifiée, de vouloir savoir le type de médicaments qui peuvent causer la somnolence que vous prenez si vous souhaitez appliquer un poste pour être camionneur, camionneuse.
Après, la définition de ce qui est lié à un emploi, lié à la capacité d'occuper un emploi, c'est assez vague. Tout ça pour dire que, de façon générale, dès lors que les questions ne sont pas liées aux tâches, et donc une question qui serait spécifique au statut sérologique d'une personne, dans un formulaire de santé pré-embauche, ce serait illégal, la personne aurait le droit de ne pas répondre à cette question-là. Après, il y a différents risques inhérents au fait de répondre, de ne pas répondre ou de mentir. C'est une autre formation, puis là-dessus, je vais vous référer à notre capsule d'information juridique sur le site web de la COCSIDA, dévoilement en milieu de travail. En gros, l'employeur ne peut pas utiliser de toute façon les réponses à ces formulaires-là pour choisir l'employé, le candidat qui sera en meilleure santé, qui leur coûterait moins pour le régime d'assurance collective. Ce n'est pas pour ça que ces formulaires-là sont faits. Mais après, est-ce que c'est comme ça qu'ils sont utilisés? On ne le sait pas. Merci Léa, ça faisait le tour des questions. Je vais mettre le lien dans le chat vers la capsule dont tu parles. Merci. Comme je dis, quand je dis qu'il y avait comme 4 formations en une dans cette formation, ce n'était pas une blague. Hein? Ouais, une question mène à une autre. Ben justement, excuse-moi, on en a une autre. Ah oui, ouais. Une personne lambda séropositive qui est couverte par une assurance collective dans le cadre de son travail et qui perd son travail. Si elle veut garder son assurance, elle est donc obligée de basculer vers une assurance individuelle. Et si j'ai bien compris, elle est obligée de dévoiler sa séropositivité. Pas nécessairement. Ça se peut que la police d'assurance collective prévoit un droit de transformation. Puis en ce sens où on transformerait les protections qui sont en vigueur, on les transforme en assurance individuelle. Puis dès lors qu'on garde les mêmes protections et la même prime, je ne pense pas que des questions de santé soient requises. Mais il faut se rappeler qu'à ce moment-là, ce sera à la personne de payer toutes les primes inhérentes au droit de transformation. Il faut vraiment voir les politiques, mais il y a plusieurs polices d'assurance collective qui prévoient un droit de transformation. Fait que là, ce serait vraiment important de voir. Puis ça, c'est toujours la clé. Quand on parle d'assurance, il faut toujours aller voir ce qui prévoit la police d'assurance. Parce que les compagnies d'assurance vont juste attendre ça. Vous montrer à quel point, dans les petits caractères, ce que vous souhaitez qu'il soit couvert ne le sera pas, puis pourquoi. Fait que même quand vous posez des questions sur le droit, les prévisions, il faut toujours aller voir la police. Qu'est-ce qui est couvert, qu'est-ce qui n'est pas couvert. Fait que dans le droit de transformation, ce serait la même chose. Est-ce que les assurances collectives offertes pour l'employeur bénéficient d'un droit de transformation si jamais je quitte l'emploi? Oui ou non? Si oui, sous quelles conditions? Voilà. Et est-ce que ça faisait le tour des questions? Oui. Donc, quelques questions à poser. De ce qu'on a compris, Laurent et moi, c'est que justement, il y avait beaucoup de questions inhérentes aux complexités, immigration, assurance, couverture, tout ça. Puis pour se démêler un peu, puis même vous démêler, puis obtenir les informations utiles lorsque vous intervenez auprès de ces personnes-là, j'ai séparé un peu en grandes catégories le type de questions qu'on aimerait, qui semblent pertinentes. Fait que, première question, ce serait comprendre la nature de l'enjeu. Est-ce que la personne a un problème en matière de réclamation de choses qui seraient couvertes par l'assurance ou non? Où est-ce qu'on se situe? Est-ce qu'on se situe donc dans des problèmes de réclamation par rapport à des assurances collectives dont elle bénéficie? Est-ce qu'on se situe dans un cas où une personne veut bénéficier d'assurance, puis elle n'en a pas? Donc, est-ce qu'il y a une assurance impliquée ou il n'y en a pas? Est-ce qu'on en veut une? Puis s'il y en a une, sous quel régime? Est-ce que c'est individuel? Est-ce que c'est collectif? Est-ce que c'est public? Donc, vraiment comprendre la nature de l'enjeu, parce que la personne peut vous arriver d'une certaine façon, elle vous parle d'assurance, puis là, si vous ne remontez pas le problème, vous ne comprenez pas la nature de l'enjeu, puis où on se situe en matière de public, individuel, collectif, ça se peut qu'il y ait plein de détails qui vous échappent. Donc, on remonte le fil des événements, on essaie de comprendre le profil. Ça va vous aider à mieux comprendre par la suite. Situer le problème, c'est la même chose justement quand je parlais une fois qu'on a compris la nature, est-ce qu'on est dans un problème de réclamation, dans des questions sur ce qui est couvert ou non,
ou ce à quoi on est admissible ou non. Donc, qu'est-ce que la personne a comme question? C'est quoi la nature de son problème? Puis ça, une des choses importantes à savoir aussi, c'est connaître le statut de la personne au Canada. Est-ce que la personne est un étudiant, une étudiante étranger? Si oui, sous quel type de permis? Ça fait combien de temps? Est-ce que la personne est résidente permanente ou non? Est-ce que la personne est ici en tant que touriste? Si vous voyez que là, c'est une personne qui n'a pas la citoyenneté canadienne, qui se pose des questions sur l'assurance, c'est important de savoir où justement elle se situe dans son admissibilité. Puis par la suite, je dis la clé, souvent, c'est la police d'assurance. Donc, par exemple, si vous avez une personne qui ne comprend pas pourquoi soudainement, là, elle va à sa pharmacie puis ça coûte plus cher pour les mêmes médicaments, ça peut être ça aussi, là. Puis la personne est résidente canadienne ou vous avez un doute, vous ne savez pas. Puis là, elle dit ça me coûte plus cher que d'habitude. OK. Fait que là, le problème est situé où? Situe, bon, assurance médicaments. Est-ce que la personne a accès à un régime collectif ou non? Est-ce qu'elle est sur le régime public ou non? Est-ce que c'est une assurance individuelle ou non? Puis lire qu'est-ce qui est couvert par la police aussi. Et puis, est-ce qu'il y a un changement dans le pharmacien? Est-ce qu'il tombe sur le délai de carence? Tout ça, il y a plein de questions complexes. Fait que toutes ces grandes catégories d'informations qu'il faut comprendre, connaître, puis se poser pour bien cerner et bien aider la personne par la suite. Et c'est sur ce que j'ai préparé quelques études de cas très courtes pour nous aider à se brasser les méninges puis essayer de voir quelles questions on devrait poser aux personnes qui viennent nous voir puis ont des questions qui sont liées aux assurances. Quels principes d'intervention vous pourriez appliquer, notamment pour désarçonner, rassurer la personne. Ça, c'est plutôt vous qui êtes les pros là-dedans. Puis aussi, quel type d'informations obtenir de la personne pour vous aider par la suite à faire un référencement aux besoins efficaces. Plutôt que de juste transférer le fouillis que la personne, puis sa confusion, à une autre personne, mais essayer de vous-même aider la personne à démêler les informations, puis après ça, faire un référencement efficace avec, bien, c'est ce que la personne veut, voici les choses importantes, puis que ça, en fait, ça bénéficie tout le monde dans le processus. Donc, je pense que Martine va nous séparer en petits groupes, mais vous séparez en petits groupes avec les études de cas. Très bien tout le monde. J'espère que vous avez des conversations intéressantes. Donc, on va commencer avec la première étude de cas. Une usagère vous mentionne qu'elle vient de changer d'emploi. Lorsqu'elle s'est présentée en pharmacie, elle a dû payer pour ses médicaments. Elle ne comprend pas. Les médicaments sont supposés être payés par la RAMQ. Elle se demande quoi faire. Un, c'est se demander est-ce que la personne bénéficie d'une assurance collective avec le nouvel employeur? Peut-être que, ça, comme Molly a mentionné, peut-être que l'ancien emploi avait une assurance collective, peut-être que le nouveau en a ou en a pas, c'est pas mentionné. Donc, poser cette question-là, c'est assez pertinent. Peut-être que la personne ne sait pas que son nouvel employeur n'a pas d'assurance collective. Est-ce que cette assurance couvre les médicaments? Je veux dire, habituellement, 97% du temps, l'assurance collective offerte par l'employeur va les couvrir, mais c'est quand même bien de vérifier. Est-ce qu'il y a un délai de carence? C'est ça, elle vient de changer d'emploi. Peut-être que dans les 3 mois où elle n'a pas encore accès aux assurances collectives du nouvel employeur, s'il y a des assurances collectives. Donc, à ce moment-là, elle va tomber sur la RAMQ, mais est-ce que la franchise a déjà été payée pour l'année aussi? Vous savez, même s'il y a des médicaments qui sont couverts par la RAMQ, il y a une certaine franchise à payer au début de chaque année. Donc, ça se peut que la personne était habituée, que tout ça soit fait automatiquement ou quoi que ce soit, ou que son montant franchise était ventilé sur plusieurs, mais peut-être que là, ça change, ça va différemment avec son employeur. Puis peut-être aussi, est-ce que contrairement à ce qu'elle connaissait auprès de son ancien employeur, est-ce que c'est elle qui doit faire les réclamations maintenant? Parce que ça se peut, ça aussi. Il y a différents régimes d'assurance. Des fois, vous présentez la carte, puis ça passe automatiquement chez le pharmacien. Puis il y a d'autres fois où vous payez l'entièreté, puis vous devez vous faire rembourser aussi.
Donc, toutes ces questions-là, de savoir on se situe où, ça fait combien de temps, est-ce qu'il y a un délai de carence, est-ce que c'est juste une question de franchise de la RAMQ qui est à payer pour l'année? Nos premières factures de médicaments de l'année sont tout le temps plus chères que les autres parce qu'on doit atteindre le montant de la franchise pour qu'après ça, ce soit couvert. Donc, certaines questions à poser, puis je pense que la plupart, vous aviez identifié ces questions-là là, pour situer le problème, justement, puis c'est quoi la réclamation, en fait, l'interrogation de la personne. Donc, on va aller voir aux assurances collectives, on va aller voir est-ce qu'il y en a ou pas, on va voir le statut auprès de l'employeur, puis après ça, on va voir au niveau des politiques de l'assurance collective s'il y en a. Si oui, mais sinon, après ça, par rapport à la RAMQ, est-ce que la franchise a déjà été payée ou non? Fait qu'il y a plein de changements à gérer dans le cas de la personne. Fait que vous avez identifié les bonnes questions pour l'aider à débroussailler. Autre étude de cas, un étudiant étranger vient vous voir car il vient de recevoir un diagnostic positif au VIH. Il se demande si les traitements et les soins de santé requis par son état de santé seront couverts. Quelques questions à poser, pistes à explorer. Donc, on parle d'un étudiant étranger, mais il faudrait aussi s'assurer du statut de la personne au Canada. Peut-être que c'est un étudiant étranger, mais il y a peut-être une résidence permanente au Canada, on ne sait pas. Ça va influencer sur son accès au régime d'assurance publique. Sinon, sur quel type de séjour est-il? Souvent, ça va être un permis études, mais ça vaut toujours la peine de vérifier, voir le titre de séjour de la personne pour voir à quoi elle a accès puis à quoi elle est admissible. Comme Didier mentionnait, est-ce que cet étudiant-là vient d'un pays qui a une entente de sécurité sociale avec le Québec? Si oui, ça peut faciliter son accès à certains services, aux services de la RAMQ, puis sur l'existence d'un délai de carence ou non. Mais comme dans tout, il faut aussi s'assurer que la personne a fait les démarches pour pouvoir bénéficier de l'entente de sécurité sociale. Si vous avez un étudiant qui vient de la Belgique, qui est un pays qui a signé, par exemple, une entente de solidarité sociale avec le Québec, mais qui n'a pas fait les démarches nécessaires pour pouvoir bénéficier de la RAMQ en arrivant ici, là, ça peut être plus complexe aussi. Donc, c'est une des pistes qui va nous permettre de creuser un peu le problème. Et est-ce que si jamais il n'y a pas d'entente de sécurité sociale, est-ce que l'étudiant a pris une assurance privée pour son séjour au Canada ou a-t-il accès à un régime d'assurance avec son établissement d'enseignement? Souvent, c'est obligatoire pour les étudiants étrangers de souscrire à l'assurance qui est offerte par l'établissement d'enseignement. Par exemple, un étudiant étranger qui vient s'inscrire au HEC devra souscrire à la politique d'assurance offerte par l'université justement pour des cas comme ça. Valérie, est-ce que c'était une question? Non? C'est juste on s'étire. Parfait. Puis, dernier exemple, une personne vient vous voir, vous dit qu'elle n'a plus de médicaments VIH, qu'elle a fini la quantité qu'elle avait avec elle lors de son arrivée au Canada et elle se demande où est-ce qu'elle peut en obtenir gratuitement en attendant. Là, ici, la question, c'était moins qui fournit des médicaments gratuits au Québec, mais plus où se situer dans les réclamations de la personne par rapport à ce problème-là. Fait que je ne sais pas s'il y a des rapporteurs qui veulent nous faire part de leurs observations. Effectivement, la question qui a été mentionnée, première chose à voir, c'est quel est le statut de la personne au Canada? Est-ce qu'elle est ici en tant que touriste ou est-ce que c'est une personne qui a fait une demande d'asile? Donc, sous quel titre de séjour est-ce qu'elle est? Est-ce qu'il y en a un? Puis ça, c'est toujours une question un peu délicate à poser. Parce que la personne peut vous arriver avec ce problème-là, dire qu'elle a terminé la quantité de médicaments avec laquelle elle est venue au Canada. Mais souvent, les personnes qui, par exemple, sont ici sous un titre de séjour qui a expiré, donc sont ici de façon, on va dire, un peu irrégulière, pas ce terme-là, peut-être qu'ils vont avoir un peu plus d'appréhension à être très ouverts avec vous par rapport à leur statut parce qu'ils ne savent jamais comment cette information-là pourra être utilisée puis si ça va les nuire. Est-ce que vous allez prendre cette information-là puis vous allez les dénoncer aux autorités frontalières, des choses comme ça. Fait que ça se peut que cette question-là, il faut toujours être assez sensible quand on pose
question-là à une personne qui n'est pas tout à fait ouverte avec nous à cet effet-là. On ne peut pas trop cadrer. C'est important de leur faire comprendre qu'on est là pour les aider, pas pour les dénoncer. Et que ça va beaucoup nous aider à les orienter, d'avoir cette information-là, même si vous ne la consignez pas par écrit ou quoi que ce soit, juste pour pouvoir l'orienter pour répondre à son besoin. Mais il ne faut pas présumer que c'est facile et qu'une personne va être très ouverte avec vous par rapport à son statut d'immigration au Canada. Puis là, dépendamment de ce qu'on obtient comme information sur le statut, mais vous savez que si la personne est ici, est arrivée, elle a fait une demande d'asile, puis est en attente de son audience ou de la décision, bien là, vous pourrez explorer avec la personne, voir si elle a fait les démarches pour avoir accès au PFSI. Puis là, à ce moment-là, vous pourrez l'accompagner dans ces démarches-là. Peut-être que cette personne qui a reçu l'information dans la pile de documents, elle en a entendu parler, mais elle n'a pas rempli tous les formulaires. Donc, peut-être que vous pourrez soit l'aider avec ça ou l'orienter à un organisme qui est spécialisé pour les orienter dans telle demande. Si une personne, par exemple, qui est ici avec un visa de touriste ou sur une base touristique, est-ce que la personne bénéficie d'une assurance individuelle? Est-ce qu'elle a pris une assurance pour son séjour ici au Canada, une assurance voyage qui pourrait couvrir l'achat de médicaments pour le VIH? Donc, en cadrant le statut de la personne, ça va vraiment nous permettre d'identifier à quoi elle est admissible. Puis on va pouvoir mieux l'orienter par la suite puis répondre à ses besoins. Un petit rappel. Donc, on a vu ici quelles questions. Vous avez très bien ciblé les questions à poser pour justement cadrer le problème, identifier la nature, identifier le besoin, obtenir les documents pertinents. Donc, savoir un peu qu'est-ce que la personne veut, où est-ce qu'elle se situe dans tous ces détails-là. Quand vous parlez à la personne, vraiment voir l'information de base, obtenir l'information, obtenir la police d'assurance si c'est pertinent, voir s'il n'y a pas un organisme de la région, un organisme avec qui la personne est en contact et qui est plus compétent par rapport aux besoins. J'ai mentionné la TCRI tantôt, qui est comme une banque de données d'organismes, puis voir aussi dans notre région qui est plus apte à travailler avec ces personnes-là. Comme Jacques a mentionné, pour les personnes ici qui ont un statut d'immigration qu'on va dire précaire, il y a le Cercle Orange qui fait beaucoup de référencement pour justement que les personnes vivant avec le VIH puissent avoir accès à des soins de santé. Puis c'est assez limité là, à la région montréalaise. C'est là qu'il y a la plupart des demandes aussi. Comme je dis, ça se peut que les services s'étendent, mais pour l'instant, c'est assez montréalo-centré. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des organismes de référencement ou d'accès qui ne sont pas présents là, dans les autres régions. Donc, vraiment voir, créer vous-même votre petit réseau dans votre coin. Notez, pour faire un référencement, par exemple, vous voulez référer à VIH Infodroit, notez ce qui a été discuté, ce que vous avez couvert avec la personne pour qu'on évite de repasser à travers ces informations-là aussi avec la personne. Ça se peut que ce soit des informations qui sont difficiles. Puis on sait, nous-mêmes, quand on se fait référer d'un service à l'autre, puis de toujours avoir à répéter les mêmes informations, c'est difficile. Fait qu'imaginez quand on parle du statut migratoire complexe d'une personne ou de ses soins de santé, ça peut être aussi difficile. Donc, essayez de noter ce qui a été discuté avec la personne, identifier les informations clés, puis aussi ce que la personne veut. Qu'est-ce que la personne veut? Est-ce qu'elle veut avoir accès à des assurances? Est-ce qu'elle a un problème, justement, dans ce qui est couvert par des assurances ou non? Est-ce que la personne, c'est de régulariser son statut d'immigration qu'elle veut? Est-ce que la personne... Donc, vraiment, souvent, la question se situe dans le contexte des assurances, mais on ne sait pas trop ce que la personne veut. On sait c'est quoi la nature, mais on ne sait pas c'est quoi le besoin. Donc, identifier le besoin de la personne, compiler les documents pertinents, par exemple, la police d'assurance, la correspondance, toujours en vous assurant de protéger la confidentialité des informations. Puis après, vous pourrez orienter la personne auprès de qui vous référencez pour que celle-là puisse, elle, tout en main pour mieux aider la personne par la suite. Donc, quelques rappels là, pour une référence efficace, de vraiment cibler l'information, pouvoir résumer rapidement qu'est-ce que la personne veut, c'est quoi la situation, on se situe où. Puis après ça, la personne à qui vous référez pourra prendre la personne, le dossier, puis continuer par la suite.
Et voilà. Fait que là, on va ouvrir la brève période de questions-réponses s'il y en a toujours. Ça, c'est quelques sites là, pour vous référer. Je sais que Martine aussi fait le lien vers la capsule sur le dévoilement en milieu de travail. La capsule est à jour. Là, il n'y a pas eu de changement à la loi là, au niveau de la confidentialité, donc n'hésitez pas à y référer. Merci beaucoup, Léa. Est-ce qu'on doit conseiller à une personne vivant avec le VIH d'adhérer à une politique d'assurance privée si on pense à une retraite éventuelle? C'est très précis, mais je regarde si la personne vivant avec le VIH a accès présentement à des assurances collectives, de voir s'il n'y a pas un droit de transformation qu'elle pourrait prendre aussi si elle veut préserver les assurances auxquelles elle a droit, la couverture auquel elle a droit sans avoir à repasser là, à travers les questionnaires de santé, parce que aussi, qu'on vive avec le VIH ou non, commencer à prendre des assurances individuelles à l'âge de la retraite, c'est cher, c'est compliqué pour tout le monde. Fait que on va essayer d'éviter ça. Donc, si elle a accès à des assurances collectives en ce moment, de voir s'il n'y a pas un droit de transformation. Dans le fond, là, attends un petit peu, je vais juste rajouter. OK, mettons là, que la personne est quand même jeune, là, mais c'est une personne vivant avec le VIH, puis on se dit que rendu à la retraite, il va falloir qu'on revalide avec des surplus de coûts et compagnie. Bien, c'est-tu plus avantageux de le faire, mettons, maintenant à 34 ans que d'attendre que tu en aies 55? Je t'entends pas. Oui, non, mais ça va dépendre de quel type d'assurance. Assurance vie, ça va être compliqué, peu importe. OK. D'une façon ou d'une autre, mettons, assurance vie, ça, c'est compliqué. Oui. Juste à cause du type de PVVIH. Juste à cause du VIH, oui. Il y a 3 compagnies d'assurance qui couvrent. Puis ça s'accompagne de conditions pratiquement impossibles. Donc, il faut être parfait, outre notre statut sérologique pratiquement. Puis c'est excessivement cher. Mais si la personne est en bonne santé, est jeune, elle veut vraiment un produit d'assurance, puis elle vise les bonnes compagnies, puis elle a des moyens, c'est pas impossible. C'est pas impossible. Mais c'est ça. Après, invalidité, assurance maladie grave, tout ça, au niveau individuel, là, c'est vraiment une question d'aller voir les politiques des compagnies spécifiques. Parce que sans qu'ils refusent une personne vivant avec le VIH, il peut avoir des modalités de couverture différentes, des coûts différents. Fait que c'est important de poser les bonnes questions avant de faire une demande. Est-ce qu'on peut ajouter, mettons, des compagnies, des politiques d'assurance? Tu sais, mettons, celui avec un employeur, celui privé. Mettons que j'ai une assurance vie avec l'employeur de 25 000, j'en ai une de 50. À la fin, j'ai 75. Oui. Ça fonctionne. Okay. Oui, mais la partie individuelle, ça se peut qu'il y ait des informations de santé qui soient demandées. Parce que c'est comme un contrat qui est basé sur l'état de santé de la personne et non pas du groupe. OK. Mais oui, on peut absolument combiner 2 types de polices individuelles collectives. Justement, parce que si, mettons, les polices offertes de base par l'employeur ne nous conviennent pas ou ne correspondent pas à notre type de vie ou à ce qu'on veut laisser, on peut vraiment les bonifier. Mais tout ce qu'on bonifie, tout ce qu'on change va être basé sur nous, notre expérience, notre état de santé. Puis je vois que Patrice précise que l'assurance étudiant en UQAM ne couvre pas les médicaments. C'est intéressant. Je ne savais pas. Fait que là, dans ce cas-là, si les personnes qui ont accès à cette assurance-là n'ont pas accès à d'autres régimes collectifs ou ils prennent pas individuel, ils vont tomber sur la RAMQ. Donc, si c'est le seul collectif puis il n'offre pas d'assurance médicaments, dans ce cas-là, la personne pourrait tomber sous le régime public sans avoir de pénalité là, par la suite. Oui, effectivement, c'est la seule université que je connaisse parce que c'est celle où je suis inscrit, là, mais ils vont juste couvrir certains antidépresseurs et certains médicaments contraceptifs oraux. Et pour le reste, c'est juste des soins de santé complémentaires, genre dentiste, chiropratie, etc. Là. Donc, aucune couverture de soins de santé, entre guillemets, de façon générale, qui est très décevant. Merci pour les précisions. Il est 3 heures pile.
Et on aime ça, respecter le temps alloué. Je sais que tout le monde a des grosses journées. Vous avez peut-être d'autres rencontres Zoom après celle-ci. Donc, merci beaucoup, Léa, pour ta présentation très complète. Merci beaucoup tout le monde d'avoir été là. J'espère que ça a répondu à vos questions. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les envoyer par courriel. Je vous ai aussi mis l'évaluation de l'activité dans le chat. Si vous pouvez la compléter, ça prend 3 minutes puis ça nous est très utile. Et voilà, donc la formation est enregistrée. On va la mettre sur YouTube. Puis, je vous tiens au courant par courriel pour les prochaines activités de formation qui s'en viennent. Donc, bonne fin de journée tout le monde. Bye!